conférence de l'ITANAP. Encore une fois, bonsoir à tous et à toutes. Je commencerai d'abord par remercier nos sœurs Bobitana qui m'ont fait l'insigne honneur, n'est-ce pas, de pouvoir proposer une communication aujourd'hui que j'ai bien voulu intituler Perspectives historiques, sociologiques et philosophiques de la nudité féminine comme moyen de lutte pour la justice et l'égalité. Donc, je vais articuler mon propos en 3 points. Il y aura d'abord une problématique qui sera proposée. Ensuite, je vais rapidement brosser les perspectives historiques pour montrer que le mouvement Bobitana n'est pas une réalité, une génération spontanée qui vient de nulle part. Et puis, pour voir ce que les Bobitana peuvent produire comme originalité, je vais essayer de les dégager dans les perspectives sociologiques et philosophiques. Sans plus tarder, donc, en cet âge contemporain, bon, vous allez m'excuser parce que comme je suis philosophe de formation, vous allez forcément voir, ça va se ressentir un peu dans le style, mais j'ai quand même essayé de simplifier, de rendre plus clair. Donc, en cet âge contemporain, caractérisé par des mutations contextuelles, normatives, structurelles et organisationnelles, qui bouleversent les rythmes de fonctionnement du monde social et politique, l'irruption récente du mouvement Bobitana sur la scène de l'espace public camerounais pose à nouveau frais la question de l'émancipation de la femme dans les rapports de domination asymétriques qui la posent en l'opposant au pouvoir masculin. Cette question est renouvelée de façon originale dans une perspective d'articulation de la nudité féminine et du problème de l'émancipation de la femme, ou plus précisément d'usage de la nudité féminine comme instrument de lutte pour la justice et l'égalité. D'où l'émergence d'une tension entre les représentations classiques de la nudité féminine, réduite à une réalité voilée, dont l'ultime destin est d'être dissimulé, et le nouvel horizon de signification symbolique que le mouvement Bobitana entend ouvrir dans la lutte pour l'émancipation au Cameroun. Toute la question est de savoir si le mouvement Bobitana est-il une réalité absolument inédite, une génération spontanée sans aucun précédent historique, ou alors s'agit-il d'un mouvement qui s'inscrit dans la continuité d'une longue séquence historique plurielle. Qu'est-ce qui distingue les Bobitana des autres perspectives féministes analogues, telles que les Femmes, les Poussirailleurs, qui s'épuiseraient dans un mouvement protestataire ou contestataire éphémère sans aucune postérité féconde, ou alors s'agit-il de la naissance d'une véritable organisation consistante dont la robustesse du socle vertébral s'inscrit sur les sentiers de l'émancipation? Donc, pour pouvoir répondre à ces questions, je commence d'abord par présenter les perspectives historiques. Dans la constellation des mouvements féministes, l'usage de la nudité féminine comme instrument de lutte n'apparaît pas à l'échelle de l'histoire universelle comme une révolution contemporaine inédite. Lady Godiva serait d'après qui remonte au Moyen Âge. De convaincre. La nudité féminine est explorée par des performeurs artistiques comme horizon de questionnement et de problématisation de l'ordre politique et social à travers les transgressions morales et légales mises en œuvre. C'est dans cet ordre d'idées que s'inscrivent
des projets tels que celui ou ceux du Judson Dance Theater en 1965 aux États-Unis d'Amérique, ou encore le projet Imponderabilia de Marina Abramovi et Houlet en 1977 en Italie. Donc, rien qu'à ce niveau, on constate que l'usage de la nudité féminine n'est pas, dont les Bobitanas ne sont pas une génération spontanée, n'ont pas émergé de nulle part comme des champignons. Plus récemment encore, deux collectifs féministes, à savoir les Femen, fondés en Ukraine en 2008, et les Pussy Riot, créés en Russie en 2011, s'affirment comme les voix actuelles les plus tonitruantes et effervescentes dans le processus de mise en scène de la nudité féminine, au service d'une contestation des ordres politiques et sociaux inégalitaires et féminicides. Dans ce concert des nations, où la nudité féminine trouve une expression de plus en plus visible et perceptible dans l'espace public, l'Afrique n'est pas en reste. Une observation synoptique des récentes scènes de lutte et de mobilisation collective contre les injustices politiques met en évidence, dans plusieurs pays africains tels que la Côte d'Ivoire, des femmes qui utilisent leur nudité comme seule arme de défense contre les séides surarmés des régimes sataniques et tyranniques installés depuis des décennies par le système france-africain. C'est donc dans une tradition déjà plus que millénaire que s'inscrit le mouvement Bobitana, qui doit dès lors trouver sa propre voie singulière. Et ce sont cette voie singulière que nous allons maintenant baliser à travers les perspectives sociologiques et philosophiques. Qu'est-ce que le mouvement Bobitana peut apporter d'original? Donc, l'agir féminin à travers sa mobilisation de la nudité comme instrument de lutte contre les injustices et les inégalités s'affirme comme un langage au service de l'émancipation. Ce faisant, il se situe à l'intersection de deux pathologies politiques et sociales, dont l'une classique et l'autre plus récente. Il s'agit en l'occurrence du patriarcat et de la société de consommation. La société patriarcale classique s'articulait autour de normes sociales sectorisées et fragmentées. La distribution des rôles sociaux était tributaire de préjugés relatifs au sexe ou au genre. Ainsi existait une discontinuité entre le public et le privé, le convenable et l'inconvenable, le bienséant et le malséant. La nudité féminine était comptée au nombre des réalités reléguées dans la sphère privée et dont il était pour le moins inconvenable d'en assurer une expression publique. D'où l'irruption de mouvements féministes qui affirmaient leur dissonance avec les normes de la société patriarcale, fondée sur la domination masculine, où la femme, souvent discriminée, de l'émergence de mouvements féministes fut non seulement la croissance du champ d'extension des droits des femmes, mais surtout l'appropriation par la femme de son corps, dont elle fut naguère dépossédée, à travers la modification des codes vestimentaires et la fameuse libération sexuelle. Certains opérateurs économiques de la société industrielle de consommation se livraient à une captation des pulsions et des impulsions consécutives à la libération sexuelle, ce qui aboutit à la marchandisation du corps féminin, dont l'industrie pornographique et la surdétermination de la présence dans les espaces publics à travers les réclames. Face à cette situation, deux tendances féministes plurielles et diversité reprirent le flambeau de la question de l'émancipation de la femme à travers la problématisation de l'objectivation et de la chosification de la femme. L'une, plus intellectuelle et conceptuelle, se cristallisa la production de théories et de concepts destinés à assurer la libération véritable de la femme dans sa plénitude. L'autre perspective féministe, centrée sur l'action, se réappropria à travers ce que les sociologues appellent un retournement de stigmate, la nudité féminine comme instrument de combat. C'est précisément dans cette perspective de retournement de stigmate que s'inscrit le mouvement Bobitana, il me semble. Dès lors, interpréter l'acte de nudité tel que l'envisage le mouvement Bobitana comme un processus d'exhibitionnisme ou de mise en scène obscène du corps féminin relèverait soit d'une mécompréhension
des enjeux et des contours de cet outil de lutte et de mobilisation collective, soit d'une stratégie hypocrite de diabolisation destinée à perpétuer le règne des inégalités et des injustices. En effet, la signification de la nudité n'est pas ontologique, mais s'élabore de manière dynamique, symbolique et contextuelle, à travers le regard qui en donne un ordre de signification. Dit autrement, le sens négatif ou péjoratif attribuable à la nudité féminine ne procède pas d'une nature en soi propre au corps féminin dénudé, mais des projections que le regard regardant de l'observateur produit. Ainsi, de même que les systèmes politiques inégalitaires tels que le régime sanguinaire de Paul Biya mobilisent les appareils idéologiques et répressifs d'État pour anéantir toute forme de contestation, en escamotant et en dissimulant les injustices et les inégalités, dans le funeste dessein d'assurer la reproduction de son système. De même aussi, les acteurs de la lutte multiséculaire qui œuvrent à l'égalisation des conditions élaborent des stratégies destinées à briser les chaînes millénaires de la stratification sociale. Pour réaliser cette aspiration de justice et d'égalité, le dévoilement de l'architecture inégalitaire de l'ordre social apparaît comme un préalable incontournable, et c'est assurément dans cette optique que la nudité féminine, comme manifestation ou révélation de ce qui est ordinairement caché, de ce qui est habituellement embrigadé et voilé, apparaît précisément comme la métaphore et l'anaphore du dévoilement dans l'espace public des injustices et des inégalités que dissimule le régime satanique de Paul Biya et ses homologues. Ainsi donc, le projet de décolonisation de l'imaginaire, parce qu'il faut précisément procéder, ce que les Bobby Tanap essayent de faire, c'est de décoloniser, parce qu'il y a une forme de colonisation masculine de l'imaginaire féminin. Donc les femmes doivent décoloniser. Donc, le projet de décolonisation de l'imaginaire féminin, en vue d'assurer l'émergence d'un nouvel idéal féminin, apparaît comme l'un des principaux points cardinaux des mouvements féministes tels que les Femen et les Bobby Tanap. Il s'agit précisément, avant toute lutte pour la justice et l'égalité pour tous, de procéder à la reconstruction de l'estime de soi, puisque les femmes, dans la plupart des sociétés africaines et même mondiales, ont eu leur estime totalement brisée. L'estime de soi chez la femme africaine en général et camerounaise en particulier a historiquement subi de graves distorsions, comme dans la plupart des sociétés patriarcales. C'est ce qui rend impérieux et salutaire la réappropriation par la femme camerounaise de ses droits sur son propre corps en vue de garantir son indépendance. Ceci suppose une subversion des anciennes étiquettes et des carcans classiques dans lesquels la société patriarcale africaine embrigade le corps féminin et réduit soit à une réalité impure, soit à un instrument de nutrition de l'enfant, soit enfin à une source de plaisir pour les hommes. Par la médiation de la mise en scène de la nudité féminine comme outil de lutte pour la reconnaissance, les mouvements féministes comme Bobby Tanap et Femen opèrent un double retournement de stigmates. D'une part, contre l'industrie pornographique et publicitaire, ces mouvements banalisent la nudité féminine en affirmant ainsi que le corps de la femme est irréductible à un objet ou une marchandise ayant un prix. D'autre part, contre le patriarcat, en affichant leur nudité, les Femen et les Bobby Tanap affirment leur autonomie définitive en se posant comme actrices de leur propre histoire et destin et comme auteurs des différents horizons de signification qui se déploient à travers le dévoilement public de leur nudité. Ainsi émancipées, les femmes peuvent apporter de façon décisive leur concours à la libération de la société dans son intégralité. Et maintenant, pour terminer, en élaborant une nouvelle figure de la subjectivité, les mouvements féministes tels que les Femen et les Bobby Tanap œuvrent à redessiner les contours du monde dans le dessein de laisser poindre à l'horizon un avenir plus lumineux que la grisaille du présent qui caractérise notre âge contemporain, fondé économiquement sur les principes du néolibéralisme, aux conséquences sociales et humaines désastreuses. Toute révolte contre la terreur fait et fera d'elle, s'inscrit et résonnera pour toujours dans l'éternité, comme le cauchemar crépusculaire de toutes les tyrannies, qu'elles soient politiques, économiques ou financières. Chaque fois qu'en cette vie, peu importe l'époque et le lieu, une insurrection contre la domination prendra son envol, la flamme lumineuse de l'espoir s'éveillera
s'élèvera et se révélera comme l'auréole annonciatrice de l'aurore et du printemps en chantant, symbole d'une nouvelle promesse, la promesse d'un avenir résolument pétri d'insoumission, d'indocilité et inattendument réfractaire à toute génuflexion devant l'injustice et la servitude. Par leur projet de subversion de la logique tyrannique et inégalitaire qu'oppose le régime satanique de Paul Biya au peuple camerounais avec violence, les révoltés du mouvement Bobitana et leurs homologues laissent à la postérité un optimisme qu'aucune terreur, qu'aucune institution des ténèbres ne pourra jamais escamoter ni détruire. Et je vous remercie. Merci au docteur Marius qui nous a emporté dans l'histoire de l'utilisation de la nudité féminine comme arme de combat. Et oui, c'est très important que nous le sachions parce que dans nos communautés, nous sommes traités comme des aliens. Nous sommes traités comme des personnes en marge de la société parce que nous avons décidé d'utiliser notre nudité comme arme de combat. Et donc, pour emboîter le pas au docteur Marius, je vais donc révéler l'histoire des femmes dans le combat au Cameroun. Donc, si vous me permettez une minute, je vais prendre la présentation. Histoire des femmes dans la lutte au Cameroun. Les femmes dans le maquis épousent des héros de l'histoire et femmes résistantes de l'ère post-coloniale. Si vous regardez tout autour de la salle, nous avons des photos et ces photos représentent des femmes qui ont été massacrées, égorgées, tuées sous l'ère de M. Biya. Les femmes sont l'une des victimes les plus vulnérables, ainsi que les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées en zone de guerre. Cependant, dans nos sociétés, on parle beaucoup plus de combats masculins. Lorsqu'on parle de luttes de révolution, on parle beaucoup plus des figures masculines. Au Cameroun, on connaît les Oumiope, les Ernest Wandier, les Liswona Mounier, au CDA-FANA, ainsi de suite. Il est important que nous sachions que nous ne sommes pas les pionnières dans la lutte pour la libération du Cameroun. Des femmes avant nous se sont battues et se sont battues avec les mêmes moyens que nous utilisons aujourd'hui. Nous n'inventons pas la roue. Nous n'inventons pas la roue. Donc, pendant longtemps, l'histoire a voulu qu'on retienne juste le combat des hommes et a relégué la femme au rang domestique. Mais les archives contenues dans les archives nationales du Cameroun à Yaoundé et qui avaient été documentées justement par le colon, le français, nous démontrent qu'il y avait des femmes qui s'étaient battues activement contre le colon, contre le pouvoir oppresseur. En 1946, une dame appelée Laurence Eteki Maladi, qui était sage-femme, et c'est intéressant parce que dans ces luttes de libération, on aura des femmes infirmières, sages-femmes, de ce genre de corps de métier, enseignantes, qui s'engagent vraiment dans la lutte. Donc, elle ouvre une première clinique privée à Douala et elle crée la SOFECAM, Association des femmes camerounaises. Et cette association avait pour but principal de lutter pour l'acquisition du vote pour les femmes au Cameroun. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas, que des femmes ont lutté au Cameroun pour que des femmes, nous, nos mamans, aient le droit de voter, aient le droit de voter au Cameroun. Ça, c'est des choses qu'on ne nous dit pas.
évidemment, à cette période, les femmes n'allaient pas à l'école, elles n'allaient pas vraiment à l'école, dans le taux de scolarisation des femmes, et même aujourd'hui encore, on continue de se battre pour accroître le taux de scolarisation des jeunes filles. Elles n'allaient pas beaucoup à l'école, et donc elles n'avaient pas accès au plus grand rôle dans la société. Cependant, donc, voilà une femme qui s'élève et qui décide de se battre. De se battre qu'il y ait égalité entre les hommes et les femmes. De se battre pour que les femmes aient plus de droits au Cameroun en 1946. Et donc, à travers son combat, la Sofecam remet en cause les représentations coloniales sur le rôle des Africaines. Parce que les représentations coloniales voulaient justement embrigader les femmes africaines à un rôle domestique. Et du coup, elles ont été perçues comme étant subversives et le colon a dissous, a annulé cette association. Ensuite, il y a eu une femme appelée Julienne Niat qui était enseignante et qui crée l'Union des femmes du Cameroun. Cette Union des femmes du Cameroun était aussi dirigée par deux autres femmes, Marie-Irène Gapek-Billon, qui était la secrétaire générale, et Marthe Wandier, l'épouse de Félix, de Ernest Wandier, je vous en prie. Et donc, ces deux femmes sont des épouses de nationalistes, de combattants nationalistes. Et dans cette association, la première dame, Julienne Niat, était pro-colon et les deux autres étaient pro-nationalistes. Elles ne s'entendent pas, elles finissent par se séparer. Les deux autres créent l'UDFEC, Union démocratique des femmes camerounaises. Nous sommes en 1945. Qui parmi nous savait qu'il y avait déjà des associations de femmes combattantes comme ça en 1945 au Cameroun? Nous n'inventons pas la roue. Voilà. Nous n'inventons pas la roue. Nous suivons les pas de ces braves femmes qui se sont battues avec tout ce qu'elles avaient pour que nous bénéficions de quelques petites libertés que nous avons au Cameroun. Et donc, ces femmes nationalistes s'organisent donc à travers l'UDFEC et elles adoptent une stratégie différente de celle du colon. Alors, elles s'inscrivent dans le combat de l'émancipation des femmes. Et ça n'arrange pas du tout le colon qui voulait les garder sous sa coupe. L'objectif qu'elles s'étaient fixé était que les femmes de toutes les tribus, sans distinction de clan ni de religion, devaient se réunir derrière les leaders indépendantistes et nationalistes. Encore une fois, on parle de tribus, religion, des sujets d'actualité. Combien de fois est-ce qu'on évoque la tribu dans notre combat aujourd'hui? Nous n'avons pas beaucoup évolué. Alors, les leaders nationalistes étaient conscients du fait que les femmes constituaient des partenaires stratégiques. Elles étaient indispensables à leur lutte. Ces femmes étaient responsables de mobilisation massive derrière les leaders indépendantistes. Donc, lorsque on parle du mouvement de l'UPC, qui avait des millions de Camerounais qui les suivaient, derrière, c'était des femmes qui étaient responsables de cette mobilisation. Et l'adhérence des femmes au mouvement nationaliste confère une autre légitimité à ces mouvements. Et ça commence à inquiéter le colon parce qu'ils voient que ces mouvements sont en train de prendre de l'ampleur. Ces femmes donc mandatent le leader Ruben Oumiobe à aller les représenter à l'ONU. D'ailleurs, elles ont envoyé plus de 50 pétitions à l'ONU pour décrier la situation au Cameroun. Est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons? Nous devons rendre hommage à ces femmes. Nous devons restituer cette histoire, la faire connaître par tous et surtout par toutes les filles, par toutes les femmes au Cameroun. Alors, ces femmes dans leur pétition dénonçaient la répression des mouvements nationalistes et y évoquaient les conditions d'arrestation. C'est ce que nous faisons. Ça n'a pas changé. Elles s'inscrivent par exemple à l'ordre du jour d'une réunion de souscription en faveur de Oumiobe et n'hésitent pas à faire des collectes en mobilisant des fonds
C'est ce que nous faisons. Nous mobilisons des fonds pour le combat. Je vous assure, lorsque j'ai... Cet exposé est basé sur des articles que j'ai découverts. À la fin, il y a une petite bibliographie que j'inviterai tout le monde, chacun à consulter et à s'acquérir de ces livres. Je vais le faire moi-même parce que j'ai découvert l'histoire de mon pays aujourd'hui et j'en ai eu les larmes aux yeux. Alors, les femmes d'Onde de l'UDFEC, qui était une branche, un mouvement de femmes qui tenait à rester indépendant de l'UPC. Et d'ailleurs, Oumiobe a dit qu'il ne voudrait pas assimiler ces femmes. Il ne voudrait pas qu'on dise que c'est les femmes de l'UPC. Donc elles sont comme nous les Bobitanas. Nous sommes là, on est des femmes, on est un mouvement de femmes, les Amazones. Et à côté, il y a la BASS qui est aussi un mouvement de combattants, mais qui refuse de nous assimiler parce que nous avons notre identité à nous et nous avons notre particularité, nous apportons quelque chose de différent dans le combat. Mais nos mamans l'ont fait avant nous. Et donc, Oumiobe a donc recommandé l'installation de ce mouvement de femmes et il apportait son appui moral et a mis en garde tous les membres de l'UPC contre l'assimilation de ce mouvement. Il voulait que ces femmes restent indépendantes parce qu'il était conscient du fait qu'elles apportaient quelque chose de plus dans le combat. Les autorités françaises elles-mêmes se plaignaient de ce que l'UPC a réussi par l'entremise de l'UDFEC, l'Union démocratique des femmes camerounaises, à associer les femmes au travail actif du parti en les appelant à participer aux manifestations et à paralyser par leur présence l'action de la police. Est-ce que vous comprenez ça? Oumiobe utilisait les femmes pour paralyser la police. Est-ce que ce n'est pas ce que les Bobitanas font? On n'invente pas la roue, mesdames. Et donc, les femmes de l'UDFEC avaient mandaté Ruben Oumiobe et Abel Kinger pour aller les représenter à une pétition au siège des Nations Unies à New York en 1954. Imaginez le niveau de lobbying à cette époque que ces gens faisaient. De leur petit Cameroun natal, où il n'y avait même pas d'avion, il n'y avait rien, ils réussissaient à réunir des fonds pour aller à New York parler du Cameroun. Est-ce qu'on va se plaindre? Est-ce qu'on va se plaindre de fournir les mêmes efforts que ces gens qui avaient moins de moyens que nous? Nous allons nous battre. Nous allons nous battre jusqu'à ce que le Cameroun change. Parole de Lyon. Et donc ces femmes, non seulement elles étaient engagées sur le plan politique, mais elles étaient aussi engagées sur le plan social. Voilà l'exemple de deux infirmiers dans un hôpital à Sarbaïmé qu'elles étaient allées défendre parce qu'ils avaient été arrêtés injustement par le colon qui leur avait collé des accusations fallacieuses de vol de médicaments. Ces femmes sont allées se battre pour la libération de ces infirmiers. Quel courage! À l'époque où le gouvernement était il était dirigé depuis Paris. Quel courage! Alors, comme il fallait s'y attendre, les militants de l'UDFEC n'échappaient pas à la répression. Au Nord Cameroun, plusieurs d'entre elles furent arrêtées, torturées par la police, dont une femme enceinte de 6 mois qui fera une fausse couche le 31 mai 1955. Astouchou a été brutalisée sur les marches d'une église par le régime Biya alors qu'elle était enceinte et elle a perdu son bébé. L'histoire se répète, mesdames. Et donc ces femmes sont réprimées par la police, elles sont traquées, elles sont brutalisées et des villages entiers sont rasés. Les femmes sauvagement violées, leurs organes génitaux passés au fer rouge. C'est la même intimidation que Biya utilise aujourd'hui pour empêcher aux gens de se lever, de parler. Concernant les femmes qui ont souffert des actes du maquis, de la prison et de l'exil, elles ont
vraiment beaucoup perdu. Elles ont perdu de leurs rêves, de leurs ambitions, de leur vie amoureuse. Elles ont sacrifié pour que le Cameroun soit libéré. Alors lorsque nous sacrifions, nous pleurons, c'est dur, ça fait mal. Pensons à ces femmes qui l'ont fait avant nous. C'est le prix à payer. Et nous le payons déjà, mesdames. Et je nous félicite, chacune d'entre nous, pour tous les efforts que nous consentissons dans cette lutte. Et donc, ça, c'était les femmes qui étaient militantes, qui étaient engagées dans une action politique. Donc, nous voyons que, en dehors de l'UPC, qui était le principal parti d'opposition, derrière l'UPC, justement, qui faisait la force de l'UPC, il y avait des femmes qui étaient engagées dans une action militante. Maintenant, il y avait aussi des femmes qui étaient entrées dans le maquis. Le maquis est survenu au Cameroun lorsque l'UPC, le principal parti d'opposition, avait été dissous. Et les militants sont entrés en brousse, ils ont pris les armes. C'est ça que le colon a appelé le maquis. Et parmi ces militants qui étaient dans les brousses et qui ont lutté contre la France dans la guerre du Napalm, qui a fait plus de 300 000 morts et que la France ne reconnaît pas jusqu'aujourd'hui, il y avait des femmes bamilékées dans le maquis qui ont pris les armes. Combien d'entre nous savaient qu'il y avait des femmes dans le maquis qui avaient pris des armes, qui combattaient auprès des hommes? Oui, nous sommes des guerrières. Nous sommes des héritières de ces femmes guerrières. Les femmes bamilékées prennent activement part à la lutte dans les deux camps, c'est-à-dire dans le camp des gens du maquis, mais aussi dans le camp des gens qui travaillaient pour l'administration. Et vous allez comprendre comment elles le faisaient. Alors, ce qu'elles faisaient était essentiellement de l'espionnage. Elles prenaient des informations, des renseignements qu'elles fournissaient aux combattants indépendantistes. Et il fallait être dans l'administration justement pour avoir accès à ces informations. Ces femmes l'ont fait au risque de leur vie. Certaines d'entre elles se distinguaient par leur talent et leur courage. Alors que nous fêtons la journée du 8 mars au Cameroun, pour la journée de la célébration de la femme, on oublie de dire aux femmes que lorsqu'elles vont dans les bars, boire et soulever leur cabas comme le régime les a conditionnés, il y a des femmes qui ont lutté, qui ont perdu leur vie pour qu'elles aient cette liberté-là. Il est important que le jour du 8 mars, qu'on se rappelle de ces femmes et que nous les célébrions. Certaines sont devenues des maquisards et étaient dans les camps de guérilla, à l'instar de Pauline Rebeu, alias Numbisi. Elle était entrée dans ce camp alors qu'elle avait 15 ans. 15 ans seulement, une gamine. Elle acheminait le courrier dans sa jupe. Elle cachait les messages dans la jupe. Et d'autres menaient des activités encore plus inattendues. Le colon les a stigmatisés en les appelant la meute. Comment est-ce qu'on nous appelle aujourd'hui? Nous sommes la meute. Le colon Lamberton avait appelé ces femmes la meute. Pourquoi est-ce qu'il les appelait la meute? Parce qu'elles ne sortaient jamais en petit nombre. En Bouddha, 600 femmes se sont couchées sur la route pour barrer la voie au colon. Ils ont dit c'est la meute. Ils n'ont jamais vu autant de femmes. Dans un bulletin de renseignement, les officiers français signalent un inquiétant rassemblement de femmes le 23 octobre 1959. Et quelques jours plus tard, ils doivent affronter 500 autres le long d'une route en Bouddha. Ah, ça, c'est ce qu'on appelle la détermination. Parce que les hommes dans le combat, pour barrer la voie aux colons, ils coupaient les arbres et ils les mettaient sur la route pour que les véhicules militaires ne traversent pas. Et lorsque les hommes étaient donc en situation de repli stratégique dans les brousses, c'était les femmes qui sortaient et elles se couchaient sur la route. Elles se couchaient sur la route, nues, torse nu. Les femmes dans le maquis, au Cameroun, les femmes bamilékées, se couchaient torse nu et elles criaient « Écrasez-nous, écrasez-nous ». Qu'est-ce que les Bobitanas font aujourd'hui? Ah oui, donc, lorsqu'ils nous diront « Vous êtes des prostituées », nous leur répondrons
Les femmes, au temps du maquis, s'étaient opposées aux colons en enlevant leurs vêtements et en criant « Tuez-nous ». Évidemment, ça fait reculer le colon parce qu'ils ne pouvaient pas avancer sur des femmes nues. La nudité comme arme de combat. Et donc, parfois, elle versait des bouteilles pleines de piment sur les militaires. C'est ça qu'on fait aujourd'hui, on les utilise le piment. Les bouteilles pleines de piment sur les militaires, qu'est-ce que nous faisons? Le loba. Nous n'inventons pas l'amour, mesdames. Donc, le haut commissaire ne s'attendait pas à voir des femmes aussi déterminées et aussi inventives dans leur méthode de lutte. Et il fallait trouver des moyens de vaincre ces femmes. Ils ont donc commencé à utiliser des grenades lacrymogènes sur ces femmes. Qu'est-ce qu'on fait sur nous aujourd'hui? On nous lance des lacrymogènes. La même chose. Aux côtés des femmes, il y avait des adolescents, des jeunes, des adolescents qui servaient d'agents de liaison entre les maquis et les forces, ceux qui travaillaient pour l'administration coloniale. Et donc, c'est ainsi que les combattants pour la libération du Cameroun avaient pris un ascendant sur l'administration coloniale en utilisant les femmes pour justement bloquer l'avancée des troupes coloniales dans les zones de brousse. Et c'est pour ça qu'ils avaient été obligés d'utiliser les hélicoptères avec lesquels ils ont arrosé les villages entiers au napalm. Donc, ci-dessous, vous avez la photo d'une très brave combattante qui est encore en vie, elle est encore Samba. Elisabeth Duka, qui s'était distinguée par sa bravoure et son courage au matin. Et donc, non, ça c'est l'instruction du colon quand il dit que les médias rallient à collabo, je sais pas. Ça c'est la description du colon. Mais pour nous, oh la loi! Mais pour nous, c'est une héroïne. Et nous donnerons comme mission à rajouter dans les projets Bobitana de recenser toutes les femmes, autant que faire se peut, dans les archives, qui ont combattu pour la libération du Cameroun. Cette dame, je suis rentrée dans une page Facebook où j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui disait qu'il la connaissait et il sait où elle vit, 2 personnes ont affirmé qu'elle est toujours vivante, elle est encore Samba. Lorsque le Cameroun sera débarrassé de la dictature qui est en train de l'opprimer, nous ferons un devoir de retrouver toutes ces femmes et de leur rendre hommage. Nous ferons un devoir de rendre hommage à toutes les épouses des héros nationalistes qui ont été tués pour la libération du Cameroun. La veuve de Rouben Oumyore est à Ezeka. Ce sera aussi une de nos missions. Nous donnerons la mission de restaurer l'histoire des femmes dans la lutte de libération du Cameroun, mais aussi d'avoir un monument quelque part au Cameroun en l'honneur de ces femmes qui ont versé leur sang pour que notre pays soit libéré du colon. Et donc, merci mesdames pour vos sacrifices. Et nous allons continuer la lutte que ces femmes ont commencé longtemps avant nous en utilisant les mêmes armes parce qu'elles étaient efficaces. La patrie ou la mort? Non. Et donc, après moi, il y a Brigitte qui va intervenir des États-Unis. Mais elle est là, on va faire un plateau technique pour ça, si possible. Sinon, on va la prendre à travers Messenger. Mais donc, pour ne pas trop tirer de long en large, où est-ce qu'on en était? Où est mon programme? Programme.com.
Pardon. Un peu plus haut. Ici, Oui, c'est la ça, c'est l'ancien programme, mais je ne pense pas qu'il y ait le logo sur ça. Ah, Mais bon, c'était la proposition. Donc, nous sommes gratifiés aujourd'hui d'avoir avec nous Monsieur Pierre-Yves Maillard, le président des syndicats suisses, qui était là bien avant tout le monde. Nous allons lui donner un temps de parole pour qu'il nous dise ce qu'il a apporté avec lui aujourd'hui et ce qu'il pense de notre mouvement. Merci. Merci. Je ne vais pas faire une conférence, je vais être assez bref. J'ai été invité par Elisa, par maman Elisa, que je connais parce qu'elle est militante dans le syndicat UNIA, dans le canton de Vaud. Et j'ai déjà eu l'occasion de la rencontrer, et puis elle a soutenu des propositions quand j'étais encore ministre des Affaires sociales et sanitaires dans le canton de Vaud. Nous avions des débats sur une réforme qui faisait progresser beaucoup les avancées sociales. Et c'est à cette occasion-là que j'ai fait sa connaissance et que j'ai vu son impact, disons, dans un débat, dans une discussion. Elle avait une force de conviction qui m'a beaucoup impressionné, donc j'ai fait sa connaissance. Son mari est aussi syndicaliste à l'UNIA. Et il y a quelques jours, elle m'a demandé de faire un passage chez vous, mais je lui ai dit, mais moi, je ne connais pas votre combat, je ne connais pas la situation politique au Cameroun. J'ai évidemment pas ici de mandat, hein, l'Union syndicale suisse que je préside n'a pas pris position sur la cause que vous défendez. Mais enfin, comme je la connais et que j'ai de l'affection pour elle, j'ai accepté de venir vous voir. J'ai dit, je viens surtout écouter, je vais surtout vous faire connaissance, parce que pour moi, tout cela est très, très nouveau. Je veux dire, j'ai été très ému par votre présentation, par ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Et je suis quand même ici, disons, très impressionné par le courage que vous avez. Je crois que le mouvement féministe, de la manière dont vous le proposez, avec cette force, cette clarté, est vraiment un des espoirs que nous avons pour la lutte contre toutes les injustices qu'il y a dans le monde. Je crois que les femmes sont vraiment les premières à pouvoir nous aider à corriger ces injustices. Vous avez une force, une détermination, un courage qui, je crois, sont vraiment parmi les forces les plus impressionnantes qu'il y a aujourd'hui dans la société. Il y a ce que vous faites, vous. Monsieur a tout à l'heure cité d'autres mouvements comme les Femen ou les Pussy Riots. Je crois, moi, je suis depuis des années, je considère que ces mouvements-là sont parmi les plus impressionnants qu'il y ait eu ces 20 dernières années. Je crois que vraiment ils méritent un soutien, le soutien des hommes que nous essayons d'apporter. C'est évident que ce travail, ce combat doit se faire ensemble, mais c'est aussi tout à fait évident que les femmes ont un pouvoir ici et une détermination qui peut faire la différence. Vous avez magnifiquement expliqué le rôle des femmes dans toute une série de mouvements de libération, que ce soit dans le mouvement syndical ou dans les mouvements de libération sociale ou nationaux. C'est évident que souvent on a occulté ce rôle et j'ai été très impressionné de voir cette histoire au fond apparaître, de l'apprendre aussi. Moi, j'ai évidemment beaucoup appris. Et tout ce que je peux faire ici, c'est vous témoigner de la solidarité de beaucoup de militants de toutes causes, de beaucoup de militants hommes ou femmes qui seront de cœur avec vous pour les combats que vous allez devoir mener, que vous menez déjà, et pour que la démocratie, la justice, la liberté des femmes, de disposer de leur corps, de disposer de leur vie, de choisir leur conjoint, de choisir leur métier, d'être éduqués, que tout ceci soit vraiment au fond, que ça devienne petit à petit partout sur la planète quelque chose d'évident, de normal, d'accessible à toutes vos sœurs, parce que c'est vraiment simplement comme ça qu'on fera enfin cette humanité, une humanité complètement civilisée, complètement au fond, conforme à ce qu'on doit aux droits de l'homme et de la femme, parce que les droits de l'homme, ça doit être aussi les droits de la femme, à l'évidence. Les combats que vous menez sont aussi très impressionnants parce que je suis toujours frappé de voir comment, encore aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le concert des nations, dans les relations internationales, on tolère au fond des législations qui oppriment les femmes de la manière la plus insupportable. On a combattu ensemble contre les régimes racistes, contre les régimes
poser des différences en fonction de l'origine ethnique ou de la race, qui est un mot qui doit être dépassé. On a fait ces combats-là ensemble et on tolère encore que des ordres juridiques, au fond, oppriment les femmes de la manière la plus atroce, qu'elles soient battues parce qu'elles ne s'habillent pas comme il faut, qu'elles soient privées d'éducation, privées de droits, de disposer d'elles-mêmes, de disposer d'un patrimoine ou quelque chose. C'est toléré. Au fond, ça fait partie des législations que les nations entre elles ne remettent pas en cause, et je crois que c'est quelque chose qui devra changer. Mais ça changera parce que vous vous battrez et parce qu'on sera solidaire avec vous. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité. Je vais m'éclipser tout discrètement bientôt, mais en tout cas j'ai été très touché par cette invitation et très impressionné par votre combat. Merci beaucoup pour votre Merci. Je le cherche alors qu'il est là. Ok. Merci à M. Pierre-Yves Maillard d'avoir accepté notre invitation et nous espérons continuer dans une collaboration, non seulement avec vous, mais avec les syndicats suisses, parce que nous allons évidemment revenir très souvent ici en Suisse. Comme nous l'avons expliqué, c'est un endroit très stratégique dans notre lutte. Nous espérons donc continuer dans cet esprit de collaboration et d'entente cordiale. Merci. Et donc, après M. Maillard, il y a Aniela Mar. Aniela qui va nous parler du silence complice de l'ONU face au génocide camerounais. Mais elle ne peut pas régler ces micros-là, parce qu'on ne les entend pas. Je ne peux pas arrêter, je vais le faire. Je vais relancer. Je vais relancer, ça c'était arrêté. Parce qu'on n'entendait pas, on n'entend pas. Les gens demandent au volume. Merci. Ça va? C'est bon, c'est bon. Bonjour à toute l'assistance et merci encore aux braves femmes du Bobitana qui ont mené de toute leur force pour que cette journée soit une réussite comme vous le voyez aujourd'hui. Moi, je passerai directement avec les termes d'un personnage que vous connaissez assez. Il s'agit de Donald Trump, le président des États-Unis, qui a déclaré ceci. Le business n'est pas un restaurant, mais un business. Si vous attendez qu'on vous serve, vous n'aurez rien. Il faut aller vous servir. Alors, moi, je vais mettre le pied dans le plat, directement. Et je serai cru. Ouais, parce que je vais poser la question à l'ONU de savoir pourquoi est-ce que l'ONU est arrivée au Cameroun à faire le feu de paille. Nous, on croyait que l'ONU est venue éteindre la guerre qui sévit au Cameroun depuis plus de 4 ans, mais il est venu s'exhiber, il est parti. Alors, moi, je me demande, le génocide se déroule tranquillement au Cameroun, au vu et au su de tous, et toutes les grandes puissances qui ont le contrôle de tout sont frappées d'amnésie sur la situation du Cameroun. Les journalistes du monde entier se taisent. Quand bien même ils ont quelque chose à dire,
ils le disent aussi sommairement comme ça, ben, ils parlent simplement de mouvements de contestation au Cameroun. Et puis, Euronews, France 24 ne parle pas des prisonniers politiques. Vous voyez des prisonniers qui sont enchaînés dans le lit d'hôpital en train de mourir. Et ils finissent par mourir enchaînés. C'est pourquoi cette séquestration et pourquoi ce silence, moi j'appelle ça un silence coupable des médias qui, normalement, des situations comme ça devaient tourner en boucle. Ça devait tourner en boucle dans tous les journaux. Mais non, rien. Vous voyez simplement des petits mouvements là-bas en Russie, comment on appelle ça? En Ukraine, Biélorussie et tout ça. Ça tourne en boucle, les gens se sont levés, les gens ont levé et tout ça. Ça tourne en boucle, mais les vrais problèmes qui concernent les droits de l'homme, on muselle la presse. Moi, je vais demander aux États-Unis, à la France, à l'Angleterre, à l'Allemagne, quand est-ce qu'ils vont finir de se partager le gâteau Cameroun? Oui, parce que le Cameroun, c'est un gâteau où on vient, chacun se sert, il pille le sous-sol, il pille, on coupe les arbres, on taille, je ne sais plus. Vous-même, vous savez, on prend tout, toutes les richesses. Et ce n'est pas nous qui le prenons, ce sont ces grandes puissances. Quand est-ce qu'ils vont finir par se partager ce gâteau Cameroun et enfin décider de stopper le génocide qui est en train de se dérouler dans le Nozo? Selon certains compatriotes, et je l'ai souvent entendu même dans beaucoup de journaux, la France avait décidé qu'un Bamileke ne devra jamais prendre le pouvoir. Si cela est vrai, moi j'aimerais rappeler à la France. Oui, moi j'aimerais rappeler à la France que le Cameroun était d'abord un pays sous protectorat allemand. Et après, il est passé sous protectorat anglais. Donc, la France a utilisé la ruse pour récupérer le Cameroun entre les mains des Anglais. Et ça, nous le regrettons amèrement parce que, voyez-vous, tous les pays qui ont été colonisés par les anglophones, par l'Angleterre, sont des pays très très avancés sur le plan économique comme sur le plan politique. Ils ont le droit de choisir leurs dirigeants. Mais au Cameroun et beaucoup de pays d'Afrique francophone, ce n'est pas le cas. J'ai entendu un certain monsieur dire sentiment anti-français. Ça, c'est les mots du président Macron. Moi, je dis non, monsieur le président. Vous ne déformez pas la réalité. Il faut dire la vérité au peuple français. Le peuple noir, c'est un peuple accueillant, hospitalier et même très naïf. Oui, je le dis, c'est un peuple naïf. D'ailleurs, la vraie religion africaine, c'est l'amour du prochain. Ça, c'est la vraie religion africaine. Donc, quand vous dites qu'il y a un sentiment anti-français, posez-vous la question de savoir, de revoir votre système colonial sur les pays que vous avez colonisés. Sandy nous a raconté un peu ce qui s'est passé pendant la colonisation du Cameroun en particulier. Vous voyez, si vous pouvez constater que dans beaucoup de pays du monde qui ont été colonisés par la France, aucun de ces pays ne peut vous dire quelque chose de positif sur cette colonisation qu'ils ont reçue. Tout est toujours noir, c'est toujours une période sombre. Mais quand même, la France doit se regarder dans le miroir. Pour ce qui est... Et puis j'aimerais donc rappeler que il y a une chose aussi, j'attire l'attention du peuple camerounais sur la guerre qui est en train de se dérouler
dans le Nozo. Cette guerre a été organisée par Biya, c'est vrai, mais aujourd'hui, moi je me pose la question de savoir si c'est encore Biya qui continue cette guerre. Parce que, regardez, c'est une guerre qui est presque, c'est une guerre qui est presque équilibrée. Elle est équilibrée. Il y avait, à un moment, vous dénombrez des pertes du côté anglophone. Après, vous constatez qu'il y a des pertes du côté de la milice tribale qui est en train de combattre. Alors, moi, je constate que ce n'est plus la guerre de Biya parce que Biya ne pouvait pas être capable de gérer cette guerre-là. Et puis, je voudrais aussi dénoncer le fait qu'on nous présente quelqu'un